Pour me présenter rapidement, je suis Jean-Baptiste Ledevira, je suis designer indépendant. J'ai 6 années d'expérience dans le privé, 6 années dans le public. Je ne suis pas chercheur et je vais vous relater ici des exemples, des principes, des concepts, un petit peu à la fois de mon expérience personnelle et des rencontres que j'ai pu faire. Alors, je me dis un peu couteau suisse de la transformation de services avec du numérique, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de numérique, mais on parle surtout du numérique dans les nouveaux services et les nouveaux usages que l'on a au quotidien, qui est prégnant partout. Et donc du coup, en tant que designer, j'aime rappeler qu'Alain Fondelli a défini le design comme ayant un but d'améliorer l'habitabilité du monde. Alors c'est un vaste enjeu. Et donc du coup, pour rentrer directement dans le contexte, les biens communs, ce sont des ressources qui n'ont pas toujours forcément, contrairement aux communs, une gouvernance partagée. Aujourd'hui, l'eau, l'air, c'est un bien commun. Et il est difficile, et d'ailleurs la COP27 me rappelle qu'il est difficile de définir une gouvernance pour préserver, maintenir, partager ces ressources. Et je vais revenir sur une notion de ces communs qui est le droit d'usage collectif et de liberté qui venait avant les enclosures, qui était le premier principe. Et du coup, vous qui travaillez sur le secteur de l'agriculture et de l'agroécologie, les enclosures, peut-être vous avez pu voir ça dans vos parcours, qui était avant le XVIe siècle un moyen de pouvoir séparer et cisailler les espaces naturels pour faire paître les animaux. Et avant cela, il était possible d'avoir un droit d'usage collectif qui permettait à tous de pouvoir préserver des ressources dans ces espaces de liberté. Donc en Angleterre. Donc les enclosures a fait beaucoup parler et couler d'encre lorsqu'on a évoqué ces sujets des communs, puisque ça a été un petit peu le départ de tous ces enjeux. Pour rappel, du coup, la ressource, elle peut être définie comme matérielle, immatérielle et naturelle. Ça, c'est aussi un enjeu important, parce que du coup, pour expliquer de quoi on parle, il faut un petit peu plus rentrer dans cette notion de ressource. Et donc là, moi, aujourd'hui, je vais essayer de vous parler des enjeux plutôt autour de l'immatérialité de nos ressources avec le numérique. Et le commun numérique, on pourrait le résumer avec une définition assez large. Donc, une ressource numérique. Ça, c'est assez facile de le définir, sachant que la ressource numérique, elle est vraiment dans la finalité de l'objet qui sort de notre service ou de notre objet numérique, que sont l'information ou la donnée. Je vais rentrer dans le détail là-dessus. Ensuite, le commun numérique, c'est une communauté qui la gère. Et le commun numérique, c'est des règles de gestion explicites. Donc on peut prendre l'exemple de Wikipédia, que tout le monde connaît, qui est souvent mis en avant comme étant l'un des communs stratégiques numériques. Donc la ressource, c'est les contenus de Wikipédia. La communauté qui la gère, c'est les Wikipédiens. Et les règles de gestion explicites, c'est les règles de contribution à Wikipédia, qui sont explicites dans le sens où elles sont décrites, accessibles et compréhensibles de tous. Et à partir de là, on peut rentrer dans ce commun numérique. Petite précision, les règles de gestion explicite sont à 2 niveaux, au niveau des ressources et au niveau de la communauté. Alors, règle de gestion explicite au niveau de la ressource, ça signifie pouvoir se dire quelles sont les fonctionnalités qu'on veut développer, qu'est-ce que l'on veut améliorer. Et les règles de gestion explicite au niveau de la communauté, c'est en gros qui on veut faire rentrer, comment on peut contribuer. Donc les règles, elles sont à 2 niveaux. Ce n'est pas évident parce qu'en fait, derrière ça, ça signifie plein de choses. Alors là, je vais vous prendre l'exemple de Wikipédia, mais en fait, ce qui est important d'expliquer aussi, c'est un petit peu le capital sympathique, on va dire, des communs numériques aujourd'hui. Et si on définit le commun numérique comme ça, on pourrait y mettre Facebook aussi. Clairement, Facebook, c'est une ressource numérique accessible. C'est une communauté des développeurs qui sont chez Facebook, qui développent Facebook, et des règles de gestion explicites, qui sont les règles de l'entreprise Facebook autour de cette ressource, voire même des règles pour nous, pour pouvoir rentrer dans Facebook. Donc il faut aller un peu plus loin que ça. Pour aller un peu plus loin, il faut repartir sur la règle de le commun numérique. C'est un commun informationnel. Ça pourrait être son synonyme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la matière que l'on a, c'est de l'information qui peut être vraie, fausse. D'ailleurs, fausse
On peut imaginer aujourd'hui le réseau social que Trump avait lancé il n'y a pas si longtemps que ça, où il y a un certain nombre de fake news. Ça peut être une ressource qui est décrite dans différents langages, sur différentes langues, qui peut être en texte, qui peut être en HTML, qui peut être un service, qui peut être des données. Donc c'est multiforme aujourd'hui. Et il faut pouvoir décrire ce commun informationnel sur le fait d'avoir un accès gratuit ou non à cette ressource. Et là encore, souvent on aime y mettre le commun plutôt dans la catégorie gratuite. Mais on a des contre-exemples aussi à ce niveau-là. Et dans son statut juridique, savoir par exemple s'il est libre ou non. On parle aussi beaucoup d'open source. Et il y a aussi pas mal de contre-exemples où des logiciels peuvent être libres, non gratuits, ou donc, sur certains logiciels historiques, on pouvait acheter des CD avec des logiciels dessus, ou des services qui sont gratuits mais pas du tout libres. Je reprends encore l'exemple de Facebook, ou plein d'autres services dégagés aujourd'hui. Ce qui est important de rappeler, c'est aussi le fait que le numérique, c'est un peu particulier, parce qu'il y a une propriété intrinsèque au numérique, celle de la non-rivalité. Contrairement à ce que l'on peut voir dans la matérialité des ressources, dans les ressources naturelles ou matérielles, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir que le commun numérique, lui, est non rival. Je n'empêche personne de l'utiliser. C'est dans son infrastructure. Donc la non-rivalité, elle émerge du rapport entre l'objet numérique et son contexte de réplicabilité. Ce qui est important de rappeler, c'est qu'aujourd'hui, copier ou quel est le coût de réplicabilité est très faible ou quasiment nul dans le commun numérique. Via Internet, via le fait de pouvoir avoir toute la donnée à disposition par rapport à nos ordinateurs, un copier-coller, c'est très très peu énergivore. Alors que dupliquer des semences dans le temps, les maintenir, tout ça, c'est beaucoup plus énergivore. Et pourquoi j'aime le rappeler? Parce qu'aujourd'hui, on commence à voir cette non-rivalité se remettre en jeu, comme le font aujourd'hui les crypto-monnaies ou les NFT. Les crypto-monnaies ou les NFT, c'est aujourd'hui donc NFT, non fungible token. C'est par exemple des images qui sont uniques, dans lesquelles on ne peut pas aujourd'hui récupérer le contenu, ou elles sont protégées. Donc ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on arrive dans une sphère nouvelle qui s'approche de plus en plus vers cette non-rivalité qui est mise en question, là où pour nous, c'était quelque chose qui était complètement intrinsèque au numérique. N'hésite pas à noter vos questions pour interagir, parce que ça peut être un peu avec du verbatim très technique. Je voulais rappeler, donc, du coup, dans les règles d'utilisation, comme Elinor Ostrom a pu le préciser lorsqu'elle a eu son prix Nobel de l'économie en 2009, qu'un commun doit être clair, donc décidé collectivement, modifié par celles et ceux qu'elle concerne, et ayant un outil pour résoudre des conflits facilement accessibles. Et encore, je voulais rappeler ces règles parce que dans le capital du commun numérique, logiciel libre, dont les règles sont forcément collectives, dont le fait qu'elle puisse être modifiée parce que c'est un outil open source, dans le fait où aujourd'hui on a peut-être pas forcément nécessairement des outils pour résoudre des conflits facilement accessibles, ce que j'ai appelé les règles de gestion explicites. Souvent, d'autres grosses plateformes plutôt privées, elles ont très clairement mis ça en avant. Aujourd'hui, quand on s'associe sur une plateforme, les règles sont très claires. Elles sont de plus en plus explicites d'ailleurs par le RGPD, donc le Règlement général de protection des données personnelles. Les outils pour résoudre les conflits sont aussi facilement accessibles. On peut facilement pouvoir déclarer des problèmes sur des contenus qui peuvent être problématiques dans leur contenu. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Et pour ça, j'ai préféré mettre en avant plutôt, dans la définition des communs numériques, une grille de lecture avec un certain nombre de questions pour savoir comment on se positionne dans ce commun numérique. Puisque là, finalement, j'essaie de remettre à plat quasiment tout ce qui nous entoure dans nos services et dans nos outils numériques. Donc, est-ce qu'on souhaite, lorsqu'on fait un commun numérique ou lorsqu'on envoie, voir si la ressource est d'accès libre, si la ressource est sous licence libre, et puis ensuite sur les règles de la communauté ou de la gestion, si elles sont définies collectivement, si elles permettent de contribuer, elles permettent à tous de
contribuer. Et ensuite, sur la communauté, si elle est ouverte ou si elle a des intérêts marchands. Et aussi, on a vu souvent un peu mettre en confrontation les communs qui étaient dits on veut faire de l'argent et les communs gratuits. Seulement, il y a beaucoup de communautés qui ont voulu créer des communs et qui cherchaient aussi des modèles de viabilité économique. Donc, il faut quand même pouvoir faire perdurer ces communs numériques dans le temps. Alors, l'autre aspect structurel dans un commun numérique, c'est la collaboration de masse. Je l'ai appelé comme ça parce qu'en gros, aujourd'hui, c'est assez facile de pouvoir mobiliser les troupes, entre guillemets, grâce à Internet, d'un certain nombre de ressources humaines, d'un certain nombre d'acteurs, pour pouvoir innover autour d'une ressource. Cet exemple, je l'ai pris dans une conférence d'un TED Talk d'une personne qui a voulu créer, par exemple, des plantations en hydroponie dans son appartement. Alors, elle a travaillé avec des personnes sur toute la planète. Et elle a travaillé comment? Elle a travaillé à travers des forges. Et alors, la forge, c'est aujourd'hui un espace hyper important pour les communs numériques, qui est un moyen de pouvoir, par exemple, déposer son code informatique afin d'itérer, donc améliorer, on va dire, son système de plusieurs manières et de prendre des décisions collectives. Puis là, je vais vous présenter quelques exemples un peu plus terre à terre par rapport à la théorie que je vous ai expliquée juste avant, pour expliquer que ces forges, donc les petits logos là, c'est les GitHub, GitLab et Git. C'est, on va dire, 3 outils permettant d'itérer, faire des forks et faire des versions sur des ressources. Donc, j'ai expliqué un tout petit peu peut-être ce que ça veut dire. Donc là, par exemple, on voit le projet de cette personne qui a voulu faire ce petit potager devant sa fenêtre d'appartement, et le chemin qu'elle a pris, elle, en vert, versus tous les chemins que tout le monde a pris sur son projet depuis sa V1. Et donc, on voit comme ça des petits exemples, des petits schémas de ce que ça veut dire, la V1, la V1.1, la V1.2. Donc, ça, c'est aussi une manière de pouvoir dire que les communs numériques vont hyper vite dans les itérations qu'elles font. Comme je disais tout à l'heure, faire des semences année après année, c'est un travail très fastidieux. Quand vous avez du courage, pour ceux qui travaillent sur ces sujets-là, alors que le numérique, finalement, tous les 2 jours, on peut itérer, changer, améliorer et faire des nouvelles versions. Je dis tous les 2 jours, ou toutes les semaines, tous les 2 semaines, tous les mois. Et puis on peut également faire des forks, donc ça c'est retracé grâce à ces outils. C'est des embranchements pour pouvoir aller vers d'autres alternatives. Et ensuite, des versions évidemment pour pouvoir consolider celles qui nous plaisent le plus. Et pour revenir sur les 3 outils, ce qui est assez étrange, c'est que à la base, il y avait le petit logo rouge, Git, qui est un logiciel qui permet de gérer ça, faire ces versions, donc ces forks, ces versions, qui est, on va dire, l'outil open source historique, et qui a été repris par GitHub et GitLab. Alors GitHub, maintenant, c'est d'ailleurs Microsoft qui a racheté GitHub. Et finalement, on peut dire que c'est presque 3 communs numériques aujourd'hui, ces outils, qui ont pris des embranchements et des chemins différents. Alors qu'il y en a un qui est pure open source, on va dire historique, un autre qui est pris par un acteur privé, et GitLab qui a été mécontent que GitHub soit racheté par Microsoft, ou parce que ça avait pris une tangente différente, à créer quelque chose de différent. Toujours pour essayer de faire, on va dire, de la règle de gestion explicite, j'ai voulu mettre en évidence un projet qui est sorti de l'État, qui permet de définir des standards de données. Alors, ce standard de données, ou ontologie du web, est très important pour pouvoir faire du consensus, pour pouvoir définir qu'est-ce qui fera commun dans une ressource. Alors, je m'explique. Si je pars de plus loin dans un autre exemple, c'est important de pouvoir se dire qu'il y a un peu 2 manières de pouvoir définir des règles, de spécifier des règles en commun. Il y a, on va dire, la norme, qui est quelque chose qui est posé de juré, qui est défini par la loi, et il y a le standard, qui est défini un petit peu de manière de facto par les acteurs de terrain, par ceux qui font. Je vulgarise très grossièrement. Et l'ontologie, aujourd'hui, permet de définir un schéma standard de différents acteurs. Et ce qui a été intéressant, c'est que là, le tourisme, qui a eu des données très hétérogènes, puisque Office du tourisme différent selon les régions, avec une multitude d'informations, sans savoir comment bien caractériser ça. Donc, on posait un objet qui s'appelle un point d'intérêt touristique
dans ce qu'on a appelé une ontologie et qui a défini, en tout cas spécifié, avec tous ces acteurs, ce que ça voulait dire. Et là, c'est intéressant parce que du coup, c'est un peu comme la prise électrique. C'est des acteurs de l'électricité qui se sont dit, tiens, comment on va pouvoir faire quelque chose de standard sans attendre les normes, sans attendre l'État, pour que tout le monde puisse se brancher dessus. Là, c'est un peu la même chose, c'est quelle est un peu la prise électrique entre guillemets de la donnée touristique française. Et on a défini tous les champs, on les a standardisés et on a fait des points internes. Ce qui a permis de donner cette ontologie qui est décrite d'ailleurs dans datatourisme.fr pour pouvoir en fait ensuite transmettre et interopérer ces données. Alors ça c'est important parce que du coup une fois qu'on a un standard finalement toutes les données peuvent s'échanger les unes entre les autres et entre les systèmes et les services pour pouvoir finalement communiquer correctement. Juste encore en aparté, ce qui est intéressant c'est que depuis quelques années aujourd'hui, l'État avec la politique Open Data rentre dans cette logique de schéma de données. Et il y a un très très grand nombre de schémas qui sont en train de se mettre en place et c'est un objet, le schéma ou l'ontologie web, qui permet de mettre tous les acteurs autour de la table pour pouvoir dire de quoi on parle. Schéma.gouv.fr aujourd'hui a une liste de schémas de plus en plus importants. Et par exemple, tout à l'heure, je prenais l'exemple de la prise électrique pour dire que la prise, finalement, ça n'a jamais été une règle, une loi disant quel est le format et l'aspect de la prise. C'est les industriels de l'électricité qui sont d'accord autour de la table pour définir ça. L'un des premiers schémas de données, ça a été les infrastructures de recharge de véhicules électriques. Aujourd'hui, il y a tellement d'acteurs sur la table qui se sont dit mais comment on va pouvoir référencer toutes ces infrastructures pour l'arrivée du véhicule électrique qui devra arriver en masse. Et donc, il y a tous les acteurs de l'automobile qui sont mis autour de la table, entre autres institutionnels, et finalement, c'est là où on voit les règles de gestion explicites du commun numérique, c'est de pouvoir se dire qu'est-ce que ça veut dire cette infrastructure, où est-ce qu'elle est géographiquement, quelles sont les puissances électriques qu'il peut y avoir dedans, etc., etc. Et là, dans les schémas, il y a, j'ai envie de dire un peu tout et n'importe quoi, mais c'est hyper intéressant. Et du coup, tous les acteurs ont cet objet qui peuvent se mettre autour de la table pour pouvoir définir ces règles communes. Donc ça, c'est un objet que je trouve très, très intéressant. L'autre exemple que je voulais vous montrer dans les commandes numériques, c'est la notion de nouveaux services, j'ai envie de dire à impact, entre guillemets. Pourquoi impact? Parce que là, aujourd'hui, on s'aperçoit que ce qui va mobiliser les personnes autour de ces enjeux numériques, c'est l'impact que ça va avoir sur la société en général. Et on voit que les frontières sont de plus en plus fines entre tous ces acteurs qui veulent faire de l'intergénéral entre le milieu associatif, le champ de l'économie sociale et solidaire, les institutions, les acteurs privés, la société civile. Et cet exemple, je l'ai trouvé parlant, parce que déjà, il est dans votre secteur, donc je ne sais pas si vous le connaissez, Crater, qui est le calculateur pour la résilience alimentaire des territoires des greniers de l'abondance, et qui permet d'avoir un certain nombre d'informations en open data contextualisées dans la problématique de la résilience alimentaire. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ce qui est intéressant, c'est que là, tout le monde peut avoir accès à un outil. C'est fait par une association, soutenue par des acteurs publics, pour avoir un petit peu une visibilité de où on en est dans la résilience territoriale à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'un département, d'une région, sur l'ensemble des indicateurs et des données du territoire. Ça va du nombre d'agriculteurs qu'il y a sur le territoire à, donc là on peut le voir, la production alimentaire qui peut être faite, la quantité de transformation et de distribution, est-ce que la population est autonome, l'âge de départ à la retraite moyen des agriculteurs qui est un énorme enjeu, et du coup cette notion d'impact aujourd'hui guide beaucoup les communs. D'impact, c'est-à-dire comment on peut arriver à résoudre une problématique très éloignée du numérique, dans laquelle le numérique va avoir son rôle à jouer. Et là, c'est pour ça que j'ai fait un peu cette théorie et toute cette aparté sur les données. Les données publiques nous donnent déjà toute la matière. Dernier exemple sur quelque chose qui, pour moi, je trouve est important dans la conception et le déploiement des communs numériques, c'est ce que j'ai appelé, c'est ce que les chercheurs ont appelé l'atomic design et le design system. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment se construisent finalement ces services et ces communs numériques à travers. Alors là, cet exemple, c'est l'atomic design, la modularité, parce qu'un développement informatique, c'est organisé en objets.
Donc on parle de développement en objet, orienté objet. Et là, on peut voir comment on construit finalement à travers ce qu'ils ont appelé des atomes, des molécules, des organismes, des interfaces, et qui peut être finalement beaucoup plus agnostique que juste une interface web. Et donc on peut voir qu'il peut y avoir un certain nombre d'éléments qui peuvent constituer des objets, qui peuvent constituer des templates, là des tâches, mais qui peuvent être beaucoup plus appliqués à d'autres champs que juste le numérique. Et cette manière d'organiser les objets avec une granularité fine, à l'échantillon le plus fin, permet ensuite de pouvoir jouer avec tous ces éléments les uns avec les autres. Et ensuite, une fois qu'on a défini tous ces atomes, ces objets les uns avec les autres, on peut en faire un design system, qui est un système de conception, qui pourra se dupliquer, pas uniquement dans l'organisation, mais à l'extérieur. Et ça, c'est un concept que je trouve hyper intéressant, parce que du coup, une fois qu'on a défini ces éléments-là ensemble, c'est un peu comme définir un standard graphique ou ergonomique, on peut l'appliquer dans tout le champ concerné. Donc là, c'est juste schématique, mais il y a par exemple aujourd'hui un design system de l'État. Dans chaque organisation, il y a des design systems qui se développent pour pouvoir déployer facilement ces enjeux, en tout cas cette ergonomie, cette manière de communiquer, cette manière de faire les choses, les services directement. Concrètement, ça veut dire qu'une fois qu'on a un système de conception qui est défini, on gagne un temps considérable au déploiement, on gagne un temps considérable à la mise en forme, et en fait, on peut l'appliquer très rapidement dans tout un champ nouveau, et ce qu'on va appeler derrière presque des patterns de déploiement, de conception, pour gagner du temps au déploiement. Voilà, là j'ai fait un tour très très rapide, et je vais vous mettre, si vous voulez, toutes les sources qui sont ici.